Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons donc aborder le dernier sous-chapitre de notre chapitre 8, accueillir, informer, conseiller les clients. Nous avons donc commencé à parler un petit peu de l'activité accueil avec la place des vendeurs et également la place de la digitalisation à l'heure actuelle au niveau de l'accueil. Nous avons également parlé dans le chapitre 8-2 de l'aménagement de l'unité commerciale, donc comment aménager son point de vente autant pour satisfaire le bien-être des salariés que pour pouvoir correctement accueillir nos clients. Et donc là, nous allons aborder le dernier sous-chapitre, le chapitre 8-3, sur la négociation commerciale, où tout simplement on va apprendre à vendre un produit ou une prestation. Donc la négociation commerciale, comment ça va se passer? Donc en introduction, l'idée c'était tout simplement de dire que tout le monde vit de la vente de quelque chose. En d'autres termes, toute la journée, vous avez donc différents acteurs, vous y compris, qui allaient tout simplement négocier ou vendre quelque chose. On peut commencer tout simplement par le comédien qui va vendre sa prestation dans un film, essayer de vous faire croire en son rôle. Ça peut être tout simplement le serveur qui va vous vendre la carte, ça peut être le médecin qui va vous vendre également son diagnostic. Ça va être les syndicats ou encore des politiciens qui vont vous vendre leurs propres discours, leurs propres promesses, les avocats qui vont vous vendre leur défense, et ça va être pour vous déjà des négociations avec vos parents pour pouvoir peut-être sortir ce week-end ou profiter justement de la grève pour aller vous amuser plutôt que de réviser. Ça peut être avec vos amis, petites copines, petits copains, toujours pareil, mais tu comprends, Doudou, là, j'ai plutôt envie de passer du temps avec mes amis plutôt qu'avec toi. Donc tout ça, ça reste de la négociation. Et vous négociez évidemment avec vos professeurs par rapport à des heures qui sautent, par rapport à des notes, enfin bref, vous savez très bien faire ça. Et donc c'est ça, c'est de dire que tout le monde vend, négocie n'importe quand et n'importe quoi. Et donc on va voir, évidemment, appliqué à une entreprise, qu'est-ce que ça signifie aussi. Donc, les éléments constitutifs d'une négociation. Donc, dans le cas d'une PME, vous allez retrouver bien entendu un client et un vendeur. La différence entre les deux, c'est que le client, lui, a un besoin, alors que le vendeur, lui, a un produit. Et la rencontre entre les deux va créer donc une négociation et une vente, mais celle-ci ne pourra se faire qu'à partir du moment où le besoin va rencontrer le produit. C'est pourquoi vendre, c'est l'action réalisée par un vendeur afin de satisfaire le besoin d'un client par l'acquisition d'un produit. Sauf que tout va partir du besoin. C'est exactement ce que nous avons vu en fait par rapport à l'évolution du marketing, où pendant un certain temps, il était donc très facile de vendre parce qu'on avait beaucoup de produits et on les produisait de manière standard et ils se vendaient tout seuls. Sauf qu'avec justement l'arrivée de beaucoup de concurrence et une complexité au niveau des besoins de mes clients qui étaient de plus en plus volatiles, eh bien il fallait à tout prix, en tout cas il faut essayer de trouver le besoin de mes clients. C'est comme si j'arrivais auprès de vous et que je vous disais que j'avais un produit que j'estimais sensationnel, mais que tant que j'ai de toute manière pas rencontré votre besoin, vous n'avez aucune raison en fait de me l'acheter. Vous allez me dire, vous êtes bien gentil monsieur, mais là votre produit, mais à quoi il va me servir? Je ne vais pas dépenser, même si ce n'est pas très cher, mon argent pour vous acheter ce produit-là. Dans une négociation, il y a évidemment le prix. Et quand on est dans une négociation où il y a, je dirais, une possibilité justement de négocier, évidemment quand vous allez dans votre petite supérette, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir négocier. Mais quand on est en B2B, dans tous les cas, il y a négociation. Et c'est là que, évidemment, on se place à la fois, donc on retrouve nos deux acteurs, j'ai l'acheteur et j'ai mon vendeur. De mon côté, mon acheteur va avoir un prix maxi et évidemment un prix idéal qui sera le plus petit possible. Quand vous achetez un produit, vous voulez qu'il soit le moins cher possible. Mais quand je me place en tant que vendeur, et là c'est évidemment votre cas, vous avez vous un prix maxi qui sera lui idéal. Vous voulez vendre le plus cher possible pour pouvoir dégager la marge la plus importante et vous allez avoir un prix minimum. L'objectif, c'est donc d'essayer de trouver une zone d'accord, gagnant-gagnant ou win-win, comme on dit en anglais. Et tout cela va se faire par le biais de la négociation. Il va y avoir une petite zone,
je dirais, intermédiaire où justement il peut y avoir une rupture. C'est la zone qui va engendrer justement des difficultés et surtout un risque sur le fait de mettre un échec tout simplement à la négociation qui est en lieu. L'objectif, je rappelle, c'est évidemment d'essayer de trouver cette zone et tout se fait évidemment au cours d'une négociation, au cours d'un échange entre un acheteur et un vendeur. Ici, tout simplement, nous devions faire une petite application avec des vidéos pour voir un petit peu au niveau de l'accueil et de la négociation, donc le chapitre 8-1 et le chapitre 8-3, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je vous mettrai les vidéos dans le lien afin que vous puissiez justement travailler et essayer de repérer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans un accueil, une négociation. Donc le processus de la négociation, il va y avoir différentes étapes. Et à chaque étape, il va y avoir un objectif. Dans un premier temps, comme à peu près tout ce que nous voyons depuis le début de l'année, il y a une préparation. Une phase où je ne suis pas en face du client, mais je vais devoir préparer mon rendez-vous. Et l'objectif de cette phase de préparation, c'est d'obtenir un rendez-vous. C'est exactement ce que nous avons vu justement au niveau de la phase de la prospection. Je passe mon coup de fil, je fais mon phoning afin d'obtenir un rendez-vous, car c'est au moment du rendez-vous où je vais réellement pouvoir vendre mon produit. Une fois que j'obtiens mon rendez-vous, j'ai une prise de contact et en principe, on va demander l'autorisation de poser des questions, de prendre des notes, mais si le rendez-vous avait été fixé avant, en principe, il n'y a aucun problème à cela. Troisième étape, la découverte des besoins, qui va rester la phase la plus importante, comme je le précisais précédemment, parce que tant que vous n'aurez pas découvert les besoins du client, vous n'arriverez jamais à vendre. C'est exactement vous qui êtes en train de vous vendre auprès d'une entreprise pour un stage. Tant que vous n'aurez pas trouvé le besoin de l'entreprise, si elle ne vous l'a pas exprimé, eh bien vous n'arriverez jamais à trouver de stage. Une fois que j'ai donc découvert les besoins, eh c'est à ce moment-là uniquement que je vais apporter mon produit et ma solution. Et là va commencer ma phase d'argumentation. Je vais donc commencer à argumenter pour pouvoir convaincre mon client. Ce client va bien évidemment avoir des objections, on va voir exactement ce que ça signifie, mais globalement, il ne va pas être d'accord. Il va commencer à émettre des doutes sur mon produit. Et il va donc falloir que je traite ces différentes objections. Si j'arrive à le convaincre définitivement, je remplis le bon de commande. Je vais donc pouvoir conclure et prendre congé tranquillement. Mais une fois que je prends congé, et on va rester dans l'optique B2B, eh bien je vais fixer la date d'une nouvelle visite ou d'un appel téléphonique. Je ne laisse jamais un client seul après une vente. Je vais le rappeler pour savoir est-ce qu'il a bien reçu le produit. Je vais le rappeler également pour savoir est-ce qu'il est satisfait du produit et pourquoi pas développer mon chiffre d'affaires avec celui-ci en lui proposant peut-être d'autres services ou d'autres produits. C'est ce qu'on appelle justement le suivi qui va nous permettre de maintenir la relation client. Donc nous allons détailler ces différentes étapes, évidemment pas de la même manière que vos camarades en NDRC ou en MCO qui sont exactement en train d'étudier ça, mais vous comprenez bien que comme c'est le cœur de leur métier, ils y passent vraiment un certain nombre de temps. Moi j'ai donc condensé un petit peu tout ça pour vous donner l'essentiel et quand même vous donner des outils pour pouvoir vendre pendant votre stage. Donc dans cette première étape, c'est une étape de préparation à la vente. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc dans cette première étape, on va voir qu'il va falloir apprendre à connaître ou faire des recherches sur ces différents éléments. Premier élément, avoir des informations sur son entreprise. Ce sera d'ailleurs le cas pour l'entreprise dans laquelle vous effectuerez votre stage. Des informations telles que son origine, différentes dates ou encore sa notoriété. Vous devez comprendre en fait que ici, toutes les informations que vous allez récolter peuvent se transformer en arguments. Le fait de dire par exemple que votre entreprise existe depuis 40 ans, 50 ans sur un marché, montre que non seulement évidemment elle est pérenne, mais que les produits et les prestations qu'elle propose sont intéressantes, sont peut-être se démarquent de la concurrence, parce que sinon elle n'aurait jamais pu survivre aussi longtemps. Également des informations sur son implantation, ses filiales. Vous comprenez qu'une entreprise présente sur les 5 continents dans peut-être plus de 50, 60 pays. Également, ça peut représenter un argument face à un client pour montrer à la fois le sérieux et, je dirais, le produit
à quel point justement il peut fonctionner, il peut correspondre aux besoins de mon client. Bien entendu, des informations sur les produits de l'entreprise, toutes ces caractéristiques techniques et commerciales, c'est déjà un petit peu ce que nous avons vu dans notre premier chapitre sur le marketing mix, où les caractéristiques intrinsèques de mon produit vont justement peut-être correspondre à un besoin. Donc on va voir comment traduire tout ça. Et en l'occurrence, voir ces différentes caractéristiques, quels avantages vont-elles procurer à mon client. Donc ces différentes performances. Et dernièrement, les différents services associés que propose mon entreprise avec ces différents produits. Et pour terminer, il faut bien connaître ses clients ou prospects. Surtout les clients, je dirais, à qui correspondra le produit ou le service que je propose. Donc la cible principale du produit-service que je suis à l'heure actuelle en train de vendre. Donc si je suis en B2B, il faut que je connaisse son secteur d'activité, sa taille ou encore son implantation et surtout ses différentes motivations d'achat que nous verrons un petit peu plus tard. Et si je suis en B2C, il faut que je connaisse son sexe, âge, revenu, lieu d'habitation, motivation d'achat, tout ce que nous avons vu quand on a vu comment apprendre à connaître ses clients, parce que c'est à partir de ces différentes informations que je vais pouvoir axer mon argumentaire. Vous comprenez que je ne vais pas vendre de la même manière un produit à un homme ou à une femme, à un jeune comme à un moins jeune, à une personne plutôt à fort revenu qu'à une personne avec des revenus plutôt modestes. Une fois que j'ai récolté toutes les informations, j'ai également des outils d'aide à la vente à préparer. Par rapport au plan de découverte, donc si je reprends le processus de la négociation commerciale, ma phase de découverte, eh bien, il faut que je prépare une liste de questions à poser. Nous allons justement le voir quand on y sera, mais j'ai plein de questions à poser à mon client ou à mon prospect afin de pouvoir justement découvrir son besoin. Pour la phase de l'argumentaire commercial, eh bien, il va falloir que je crée mes arguments. Et pour pouvoir m'aider un petit peu et m'assister à ma vente, je vais avoir toute une documentation commerciale. Vous avez sans doute dû commencer un petit peu à réaliser quelques éléments avec Madame Hautevas. C'est tout simplement de la documentation sur mon entreprise. Ça peut être des plaquettes de produits ou parlant de mon entreprise, des catalogues. Je vais avoir besoin en tant que vendeur de cartes de visite, également d'échantillons en fonction du produit que je propose. Je vais avoir ma grille tarifaire. Et il faut que je prépare mon bon de commande ou encore des contrats types. Et dernier élément, il faut que je prépare ce qu'on appelle le matériel de soutien. Donc il faut que je m'assure d'avoir mon agenda, un porte-document, une calculette, évidemment les vêtements adaptés donc professionnels, un parapluie pour éviter d'arriver trempé à mon rendez-vous et pourquoi pas également des pastilles pour la laine fraîche, parce que face à un client, vous comprenez qu'on va éviter après un petit poulet boucané vous voyez un petit peu d'avoir cet effet post-repas méridien qui pourrait être un petit peu désagréable, hein, même si la sauce chiant c'est très bon. Et d'autres outils plutôt technologiques comme tablette, smartphone ou encore GPS. La découverte des besoins, donc nous allons voir un petit peu plus en détail ce que ça signifie. Donc le processus, c'est tout simplement récolter de nombreuses informations en posant des questions. Donc je dois préparer ces questions à l'avance. La vidéo justement que vous avez peut-être pu voir dans l'application précédente le montre. Vous vendez un produit tel que du vin, vous devez savoir si c'est pour offrir, qu'est-ce que la personne mange justement au niveau du repas, etc., etc. Vous allez devoir, en posant toutes ces questions, ressentir là où les motivations du client, ce dont on va parler tout de suite après, pour pouvoir, deuxième phase, orienter votre argumentaire vers un langage de choix et un choix d'arguments. Ça va être le tableau CAP-SONCAS que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Donc, ces motivations et ces freins, globalement, on la résume avec ce qu'on appelle la méthode SONCAS. Chaque lettre, c'est donc un acronyme, chaque lettre va correspondre à une motivation d'achat. Le premier S, c'est pour la sécurité. C'est là qu'on va retrouver des termes qui vont avoir un impact, qui va vraiment réveiller, susciter
la motivation d'achat de la personne. C'est elle qui va commencer à vous poser plutôt des questions, ou quand vous allez lui poser des questions, c'est elle qui va vous révéler ces différents éléments. Est-ce que c'est solide? Est-ce que vous avez des références? D'autres personnes ont déjà utilisé votre produit? Est-ce qu'il y a une garantie? Démonstration, fiabilité, SAV. Le haut est pour orgueil. Là, vous allez avoir des personnes qui vont s'orienter vers des produits, on va dire, dits de luxe. Donc c'est là où vous allez avoir tous les produits type donc les marques telles que Porsche, également Apple. Donc il faut que ça soit des produits de notoriété, le numéro 1 de vente, donc tout le monde sait que Apple, je crois que non, en fait c'est Samsung maintenant qui est devenu le numéro 1, mais en termes de vente, en termes de volume, on est d'accord, mais en termes de valeur, vous comprenez que voilà, va y avoir en termes de qualité de produit, on est sûr que c'est celui-ci qui sera justement meilleur. On va parler d'exclusivité, d'unique, de prestige, et tout ça justement va être une autre motivation d'achat de nos clients. Le N sera pour la nouveauté. On va avoir des personnes qui veulent toujours avoir les dernières nouveautés, donc tout ce qui est nouveau, précurseur, technologie de pointe, sachant que on va dire que l'orgueil et la nouveauté peut se rapprocher. C'est là justement qu'on va avoir, je reviens toujours avec l'exemple de l'iPhone, des personnes qui vont passer toute la nuit devant le magasin pour pouvoir être les premiers à posséder la dernière version de leur marque favorite. Le C va correspondre au confort. Donc là, on va avoir des personnes qui seront beaucoup plus motivées à acheter des produits qui soient faciles d'utilisation, pratiques, simples. On va demander à avoir une démonstration. Il faut que ça soit intuitif et donc pas trop complexe à l'utilisation. On va retrouver beaucoup de personnes qui seront très motivées par l'argent, évidemment, le nerf de la guerre. Il ne faut pas que ça soit trop cher, donc on va avoir des personnes qui vont beaucoup être accrochées à des termes comme au niveau donc, du gain, de la marge. Donc là, on est plutôt au niveau du B2B. Il faut que ce soit économique, rentable. On va retrouver également notre garantie à ce niveau-là. Et tout ce qui est lié aux promotions, voilà, les gens vont être très sensibles à ces termes-là. Et il va y avoir un dernier S pour la sympathie, où là, le côté agréable, convivial, plaisir, le côté également cadeau ou ludique va l'emporter. Ça va être par exemple quand je vais vendre des produits au moment de la fête des mères, on s'en fiche de l'argent ou encore de l'orgueil, l'objectif c'est faire plaisir et je vais donc axer à la fois mon argumentation et encore ma communication sur ce côté plaisir. Et une fois que j'ai donc découvert les besoins, à savoir quelles étaient là où les motivations d'achat au niveau de mon SONCAS, à partir du moment que j'ai donc décelé que mon client était plutôt très axé sur la sécurité ou peut-être très axé sur le confort, et bien là je vais pouvoir adapter mes arguments par rapport à cette motivation d'achat. Dans un premier temps, je vais donc construire mon argumentaire pour pouvoir préparer justement tous mes arguments par rapport à la motivation d'achat. Donc une des méthodes pour pouvoir construire notre argumentation, c'est ce qu'on appelle la méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves. L'idée c'est de dire que globalement, donc là je n'ai pas marqué les chiffres à l'écrit, mais je vous les donne donc à l'oral, c'est simplement de dire que en général, 50% des personnes ont juste besoin des caractéristiques d'un produit ou d'un service pour pouvoir l'acheter. Qu'est-ce qu'une caractéristique? C'est tout simplement un fait, une donnée objective qui va définir le produit ou le service. On va en avoir deux types. Des caractéristiques techniques qui vont être la composition, le design ou encore les performances. Donc là, j'ai utilisé l'exemple d'un scanner qui a une résolution de 4600 dpi. Alors dpi, c'est dot per inch, c'est point par pouce. C'est, si vous voulez, sur en gros, un pouce est 2,54 cm, donc sur 2,54 cm de côté, combien je vais avoir de points de résolution captés par mon scanner. Plus la résolution est élevée, plus ma qualité d'image sera justement très importante. Et je vais avoir des caractéristiques commerciales, c'est là qu'on va parler de la marque, du prix, de la garantie, etc. Et donc juste à partir de ça, eh bien certaines personnes, ça va être suffisant, elles vont acheter. Ok, c'est la marque Apple, il y a 4600 justement dpi sur mon scanner, ou vous allez acheter une fibre ADSL, vous allez avoir tant de mégabits de seconde donc de transfert. Simplement cette information vous fera acheter. 40% vont avoir également besoin de l'avantage parce que vous n'êtes pas tous au courant de savoir que 4600 en fait dpi va vous permettre
une certaine performance. Et donc l'avantage, c'est réellement quel est le bénéfice que le client va pouvoir retirer du produit pour chaque caractéristique. Donc on va utiliser le présent ou le futur, et donc cette résolution de 4600 dpi eh bien, vous permettra d'imprimer des affiches A3 en très haute qualité. Voilà, vous avez peut-être une petite photo que vous avez d'anciennes photos justement de vos parents ou de vos grands-parents. Vous avez envie de pouvoir justement l'imprimer en beaucoup plus grand pour en faire un énorme poster. Et bien, grâce à ce scanner qui possède cette résolution-là, eh bien l'avantage va vous permettre justement de pouvoir réimprimer ces photos en très haute qualité et en très grand format. Et nous allons terminer par le P, où on va expliquer que eh bien, 10% ont à la fois besoin de la caractéristique, de l'avantage, et par la même occasion d'une preuve. Et là, je vous donne tout simplement une liste de différentes preuves qu'on peut justement utiliser pour terminer réellement de convaincre un client. Ça peut être tout simplement le témoignage avec des références, les anciens clients, les stars. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez justement de plus en plus ce qu'on appelle du placement de produits. Donc on va mettre du placement de produits dans les films, dans les clips vidéo. Donc si telle star utilise tel produit, et bien en quelque sorte, non seulement je vais m'identifier à cette star-là, mais en quelque sorte, elle témoigne de la bonne qualité de ce produit-là. Et mes anciens clients, si je reste sur, on va dire, des clients un petit peu plus lambda, c'est là où sur Internet, eh bien, vous avez les avis clients. Voilà, il va y avoir 50 clients qui ont laissé 5 étoiles sur 5, ce qui prouve que ce produit vaut vraiment le coup. Il y a également ce qu'on appelle l'incident exemple, donc la preuve de dire que notre produit est tellement bon que de toute manière, même s'il y a un problème, et je vous promets qu'il n'y en a pas, mais si au cas où il n'y en a pas, on est prêt à changer le modèle. Globalement, si tous mes produits se cassaient facilement, je ne m'engagerai pas justement sur cette offre-là, parce que sinon, je vendrais bien évidemment à perte. Une autre preuve reste tout simplement la marque. Pour changer d'iPhone, L'Oréal. Voilà, il n'y a pas besoin, je dirais, même si je reste sur iPhone ou Porsche ou Mercedes, je n'ai pas besoin de preuves en quelque sorte pour dire que ce produit est de qualité parce que rien que la marque, sa notoriété fait que je n'ai aucun souci par rapport à ça. Autre preuve, c'est ce qu'on va retrouver beaucoup justement dans certains produits tels que les voitures, avec l'essayage ou l'essai. C'est ce que vous allez également retrouver dans les vêtements. Ah, vous n'êtes peut-être pas sûr si ce vêtement va vous aller. Eh bien, tout simplement, essayez-le, allez-y. Autre preuve, c'est ce qu'on appelle l'exhibition. On va mettre en place, vous donner des petits échantillons. Donc pour les shampoings, vous allez avoir des prototypes. On va faire des vidéos pour vous montrer justement la bonne qualité de mon produit. Donc vous avez même des émissions télévision. Vous allez, si je reste sur l'exemple des voitures, vous avez tous les dimanches matins, je crois, Automoto, je crois que sur M6 ou sur une autre chaîne, qui va justement vous montrer au moment du lancement de certaines voitures comment elle tient bien la route, son accélération, etc. Et je peux terminer comme dernière preuve par tout simplement une statistique. Une personne sur deux possède, donc là je reste évidemment sur des statistiques vraies. Il va falloir quand même que j'apporte la preuve, en tout cas la source de ma statistique pour pouvoir dire que voilà, si c'est là que vous allez justement avoir les 90% de nos clients sont satisfaits. C'est évidemment des sondages internes, en tout cas des enquêtes internes qui ont été réalisées, mais voilà, je peux apporter une statistique et ça peut être un dernier élément de preuve pour pouvoir finir de convaincre mon client. Et donc, cette méthode CAP va être croisée dans un tableau avec la méthode SONCAS. L'objectif, c'est que une fois que j'ai justement pris le temps de bien connaître les différentes motivations d'achat de mes clients, eh bien, je vais pouvoir mettre en face les bons arguments. Vous comprenez que si j'ai découvert qu'une personne avait justement une motivation d'achat au niveau de la sécurité, je n'ai aucun intérêt de lui parler du confort. D'accord? Et donc c'est là que tout l'intérêt de croiser ce cap avec le son casse, et ça va être le prochain exercice que vous allez justement réaliser à la maison. Je continue sur une autre phase qui s'appelle le traitement des objections. Je vais vous mettre en lien une vidéo d'un film que vous connaissez, je pense, pour certains. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage très vivement à le regarder. Mais voilà, que faire du client qui, face à moi, n'est pas encore totalement convaincu.
Donc pour commencer, simplement pour préciser qu'est-ce qu'une objection. Donc une objection est une réaction négative du client face à une proposition ou à un argument du vendeur. Et vous comprenez que, eh bien, il faut savoir réagir face à une objection, évidemment la préparer. C'est exactement ce que nous avons fait justement quand on a vu tout ce qui était la méthodologie de recherche de stage. Quelles pourraient être les objections d'un recruteur face à vous? Ça peut être tout simplement, ben non, j'ai déjà eu des mauvaises expériences, non, j'ai pas vraiment le temps de pouvoir peut-être vous former. Et donc, que faire par rapport à ça? Évidemment, à chaque fois, il faut que je puisse prévoir une réponse pour essayer de terminer réellement de convaincre mon interlocuteur. Donc, comment réagir? Dans tous les cas, il faut accepter d'entendre l'objection et la laisser s'exprimer jusqu'au bout. Ça passe donc par une phase d'écoute. L'objectif, c'est pas de dire non, 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 vous avez tort, tous les stagiaires sont merveilleux, sont extraordinaires, mon produit, il n'est absolument pas cher, c'est le meilleur. Non, il faut dire je comprends. Je comprends, vous avez eu une mauvaise expérience avec un ancien stagiaire, je comprends, mon produit est peut-être onéreux, mais derrière, l'objectif va être de rassurer, peut-être interroger également, savoir exactement quelle est la peur qui se cache derrière, à savoir est-ce qu'elle est réelle ou imaginaire, et reprendre peut-être si besoin la recherche des besoins, parce que si mon client n'est pas encore totalement satisfait, en tout cas convaincu, c'est peut-être que j'ai loupé ma phase de découverte des besoins. Peut-être que j'ai axé mon argumentaire sur l'orgueil, alors que j'avais un client qui était beaucoup plus sensible justement sur la sécurité ou encore la nouveauté. Et donc là, pour ce faire, je vous avais fait un tableau qui reprend les différents types d'objections. Donc on a des objections qui sont fausses, à savoir ce qu'on appelle des objections non sincères et non fondées. C'est typiquement le client qui va vous dire je vais réfléchir. Voilà, je reviens toujours par rapport à votre recherche de stage. Je vous rappelle un petit peu plus tard, je n'en sais rien. Non, ça c'est faux, c'est surtout que ce n'est absolument pas précis. Et le seul exemple qu'il y a, c'est justement, enfin la seule technique qui existe, c'est la technique de l'approfondissement. Il faut préciser l'objection. Exactement pourquoi il doit réfléchir. Quel est le problème qui se cache derrière cette réflexion? Je vais y réfléchir. Ou c'est comme s'il vous disait non, je ne prends pas de stagiaire. Automatiquement, vous devez dire pourquoi. Quelle est derrière la vraie objection qui se cache derrière son manque d'intérêt, ce refoulement qu'il vous fait? Et dans ce cas-là, on va basculer dans l'objection vraie. Et donc là, vous allez en avoir différentes. On a l'objection qui est donc sincère mais non fondée. Là, on va vous dire, un client exprime justement un doute injustifié. Le lave-vaisselle, c'est bruyant. Les stagiaires, par exemple, sont tous mauvais. Euh, à ce niveau-là, vous avez une première technique qui s'appelle la technique de la pluie. Il faut transformer l'objection en argument en disant bah, justement cet appareil est équipé d'un nouveau système anti-bruit. Eh bien justement, vous dites que ces stagiaires ne sont pas sérieux. Eh bien moi je le suis. Parce que, et donc là derrière vous avez votre argument, parce que j'ai eu ma mention avec... j'ai eu mon bac avec mention, je suis membre très actif au niveau de mon association, je suis délégué de classe, etc. Et vous avez également l'objection sincère et fondée. Donc là, on est sur des objections qui sont vraies. Donc là, vous avez deux exemples où j'ai par exemple le client qui remet en question de façon justifiée un avantage du produit. Donc le blanc, c'est salissant. Et donc là, on va essayer de faire ce qu'on appelle la technique de l'affaiblissement. Donc diminuer l'importance de l'objection en reformulant une partie de l'objection. Donc oui, vous pensez à l'entretien, vous avez entièrement raison. C'est un tissu qui est traité anti-tache et qui facilite son nettoyage. Donc je ne peux pas dire que le blanc, c'est pas salissant. C'est totalement aberrant de contrecarrer en tout cas cette objection de cette manière-là. Donc on va dire effectivement vous avez raison, mais j'ai une solution par rapport à ça. Et autre exemple également, c'est il est beaucoup plus cher que le modèle précédent. Il y a une autre technique qui s'appelle la technique du oui mais. C'est je continue d'approuver le client en disant que effectivement oui, mon produit est cher, mais pour la différence de prix, vous disposez de fonctions supplémentaires. Je vous propose un produit local qui vient d'agriculteurs qui font attention à leurs terres, qui se situent en Guadeloupe et pas de la tomate qui vient directement d'Espagne. Et la dernière objection,
Celle qu'il y aura toujours en B2C et surtout en B2B, c'est l'objection prix. Et là, comment ça se passe? Déjà, il faut comprendre comment est construite cette objection prix. Et là, je vous précise que un client n'achète pas le prix d'un produit, mais la valeur qu'il perçoit de ce produit. Et là, c'est un petit peu plus complexe, parce que cette valeur, eh bien, elle est composée de différents éléments. J'ai dans un premier temps les caractéristiques du produit. Voilà, je sais que je vais avoir tels matériaux qui sont utilisés, que la caméra va être justement de telle puissance. L'utilité du produit pour l'acheteur, est bien justement avec cet appareil photo qui fait justement de la 3D, vous allez pouvoir justement faire de la reconnaissance faciale pour pouvoir débloquer votre téléphone. En petit c, vous avez tout ce qui sont donc les services associés, donc apportés par l'entreprise, la SAV, la garantie, la livraison, voilà tous les services que vous pouvez connaître et qui sont proposés. Et il va y avoir un dernier élément dont on a également parlé au niveau de l'accueil, c'est mon vendeur qui peut me faire oublier le prix. Voilà, la sympathie du vendeur et la confiance que je peux lui inspirer, même si mon produit est cher, je vais lui faire confiance. Ok, c'est peut-être un petit peu plus cher que mon budget, mais parce qu'il est tout simplement très bon et que je sens le côté professionnel et que je sais que quels que soient les problèmes que je vais avoir, je vais être, en tout cas, on va me considérer et on va me trouver une solution. Eh bien, va être inclus dans la valeur que je vais percevoir de ce produit. D'où la valeur perçue qui va être donc A plus B plus C plus D. Ce seront donc ces 4 composants qui vont réellement créer la valeur de mon produit. Donc, comme première technique, je vais avoir tout simplement, on va reprendre tout ce qui existe en mathématiques, la technique de l'addition. Donc la technique de l'addition, c'est tout simplement additionner les avantages, et plus bien évidemment vous allez payer cher, et plus vous allez bénéficier de différents avantages. Donc là, j'avais pris l'exemple de téléphonie. Donc c'était l'année dernière pendant le Black Friday. Donc là, pour 5 euros par mois, vous avez donc une certaine prestation. Mais plus j'augmente, 10 euros par mois, et là, vous voyez que vous ne bénéficierez pas que de 50 mégaoctets d'Internet, mais on va passer à 30 gigas. Et si vous payez 20 euros par mois, ça sera 100 gigas. Et si vous payez 25 euros par mois, vous allez avoir Internet illimité. Donc on est bien en train d'additionner les avantages. Plus c'est cher, mais plus c'est avantageux. Autre technique, cette fois-ci, c'est la technique de la soustraction. Généralement, on va l'utiliser au moment de certaines réductions parce qu'on va préciser justement à notre client que s'il reporte son achat, il paiera son produit plus cher demain. Voilà, c'est là où vous avez justement, eh bien, encore à nouveau, c'était cette fois-ci pendant la période des soldes, ça date un petit peu mais c'est pas grave, le principe reste toujours pareil. Je sais que, eh bien, c'est valable jusqu'au 20 janvier 2018, donc j'ai intérêt à me dépêcher si je veux vraiment bénéficier de cette réduction. Effectivement, c'est toujours peut-être un petit peu plus cher que ce que j'avais prévu, mais c'est quand même très très avantageux parce que c'était vraiment un ordinateur qui était très loin d'être mon budget, mais là il s'en rapproche, il faut vite que j'en profite parce que sinon il n'y en aura bientôt plus en stock. Troisième technique, c'est la technique de la division. On la retrouve dans différents abonnements en principe. C'est rapporter le prix et la durée d'utilisation. Donc voilà, votre abonnement à Canal+ vous reviendra à 1 euro par jour. Et là, j'étais sur une offre pour un coach sur Internet où l'abonnement, en fait, plus je m'engageais au niveau de l'année en termes de durée et plus rapporté à la semaine, ça coûtait moins cher. Donc là, je vois que l'abonnement pour 3 mois, c'était 26 euros. L'abonnement pour 6 mois, c'est 45 euros. Et l'abonnement sur un an, c'est 60 euros. Dit comme ça ne va pas forcément me parler. Mais rapporté à la semaine, là, je vois clairement que entre mon abonnement trimestriel et mon abonnement annuel, c'est quasiment 2 fois moins cher. Et la dernière technique, c'est la technique de la multiplication, c'est grossir l'avantage en le multipliant par la durée d'utilisation. On retrouve beaucoup ça dans justement tout ce qui est panneaux photovoltaïques ou tous ces produits qui vont vous permettre une certaine économie. Alors oui, effectivement, ça coûte cher d'installer un panneau photovoltaïque, mais on va vous dire justement que grâce à cette installation, sur 20 ans, eh bien, vous allez finalement gagner 25 000 euros parce que vous allez faire des économies, vous allez pouvoir revendre votre énergie
l'énergie justement à EDF. Et donc l'autre exemple éventuellement que je vous propose ici, c'est justement voilà, une voiture qui coûte peut-être effectivement un petit peu plus cher. On va penser par exemple à tous les véhicules hybrides que par exemple Toyota propose. Vous avez donc un moteur qui fonctionne à la fois à l'essence et à la fois à l'électricité. Évidemment, c'est beaucoup plus cher à l'achat, mais on va tout de suite vous dire que vous allez économiser et que cette différence de prix, vous allez pouvoir la rentabiliser sur un certain nombre d'années parce que voilà, vous allez consommer moins, c'est donc la différence de prix se justifie et vous allez même être gagnant au bout d'un certain temps. Et nous terminons donc notre négociation commerciale par la conclusion et la prise de congé. Donc de manière, très simple, c'est simplement pour dire que ce n'est pas parce que le client vient de signer le bon d'achat que c'est fini, on n'en parle plus et j'en ai plus rien à faire de lui. La prise de congé reste la dernière image que vous proposerez de vous-même de votre entreprise. Vous devez rester jusqu'au bout, attentif, aimable, disponible jusqu'à sa sortie, même si on peut imaginer que vous êtes dans un magasin et que le client a été, on va dire, très chiant, eh bien vous allez rester professionnel jusqu'au bout. Vous n'allez pas, au moment où il commence à sortir, pousser un énorme soupir. Jusqu'au bout, vous allez rester professionnel. Vous devez remercier, sécuriser, valoriser. Donc c'est là que vous allez continuer les techniques d'empathie, vous allez reformuler en précisant est-ce que j'ai bien répondu à toute votre demande, est-ce que c'est bon, vous êtes rassuré, ne vous inquiétez pas, vous avez fait le bon choix en choisissant justement notre produit et notre entreprise. Et j'accompagne et je personnalise la formule de politesse parce que je sais que ça va être monsieur ou madame un tel qui est justement venu. Et tous ces petits éléments, donc de toutes les étapes, de l'étape 1 jusqu'à l'étape 5, on reste toujours avec cette même optique de fidéliser mon client. Et c'est là que je ne vais pas développer l'étape 6 qui était le suivi, parce qu'on est plus sur une tâche vraiment très commerciale que on voit dans les autres BTS. Mais la fidélisation, elle est ici aussi. Il faut que je relance derrière, comme je vous disais, il faut que je le rappelle au bout de un mois ou en fonction du produit ou de la prestation que je fais, à savoir est-ce qu'il a bien reçu, est-ce qu'il est satisfait, pour tout de suite voir, en tout cas trouver une solution en cas de problème. Parce que tous les clients insatisfaits ne vont pas se manifester.